un peu d'histoire sur tout ça. Donc cette propriété-là, qui lie donc une caractéristique mathématique, celle d'être rationnel, à une caractéristique de la représentation décimale. Elle a d'abord été remarquée à la fin du XVIIe siècle par un mathématicien très, très célèbre, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, mais qui est une grande figure des mathématiques du XVIIe siècle anglais, c'est John Wallis, qui a écrit entre autres un traité d'algèbre qui est célèbre, qui contient énormément de choses très intéressantes. Et dans ce traité d'algèbre, il fait ce genre de constatation. Il dit, c'est marrant, tiens, à chaque fois que je prends une fraction, quand je fais la division, c'est périodique. Alors, je ne crois pas qu'il étudie la réciproque, mais il commence à se poser les questions. Il semble que ce soit le premier à avoir fait ce genre d'observation assez simple. Pourquoi ? Parce que sans doute avant, les questions de représentation décimale, c'était surtout des questions qui s'adressaient aux comptables. Les mathématiciens ne s'intéressaient pas trop à écrire les nombres sous forme décimale. Ils préféraient les fractions, ils travaillaient avec les fractions quand ils avaient besoin, qu'ils voyaient comme des rapports plus que comme des nombres. Donc, il y a toute une raison qui fait que ces remarques finalement assez simples sur les propriétés des rationnels et des représentations décimales des rationnels n'ont probablement pas été faites avant la fin du XVIIe siècle. Ensuite, un autre épisode intéressant de cette histoire, c'est au milieu du XVIIIe siècle avec Lambert. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous intéresser un peu à l'histoire du nombre pi, à la célèbre histoire du nombre pi, vous avez peut-être déjà vu Lambert. Lambert, c'est celui qui a montré que pi était irrationnel. Ça n'est pas une fraction. 22 septièmes que je citais tout à l'heure, c'est une approximation de pi, mais ce n'est pas égal à pi. Et on s'est demandé pendant très longtemps si, c'est peut-être pas 22 septièmes, mais c'est peut-être une autre fraction, un peu plus compliquée. Lambert est celui qui a montré que non. Et dans les années 50 du XVIIIe siècle, il a commencé à essayer de montrer que non, en essayant de déterminer les propriétés de l'expression décimale de pi. Donc, il y avait des formules qui lui donnaient, pensait-il, une expression décimale de pi assez systématique. Et il s'est dit, si j'arrive à montrer que la suite des décimales de pi n'est pas périodique, alors j'aurais montré que pi était irrationnel. Ça a été sa première stratégie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, pour des raisons assez profondes, qui fait qu'un pi en décimale, c'est vraiment pas simple. Et finalement, il a démontré l'irrationalité de pi avec un autre outil mathématique qui est plus profond que la représentation décimale, une autre façon d'écrire les nombres, qui en dit beaucoup plus en fait sur les propriétés des nombres, et qui est ce qu'on appelle les fractions continues. J'aurais pas le temps d'en parler ici. Mais c'est intéressant de noter que, quand même, on a cherché pendant un certain temps à démontrer l'irrationalité d'un nombre comme pi à l'aide du résultat, donc de cette correspondance que j'évoque. Et ça a été l'occasion pour Lambert de redécouvrir un petit peu les résultats de Wallis et d'essayer de les prolonger un peu pour dégrossir toute la théorie qu'il peut y avoir derrière. Et il y a un dernier nom, un dernier grand nom dans ces considérations-là, c'est Gauss, Carl Gauss. Vous avez peut-être déjà rencontré, au moins de nom une fois. Et vous parlez sans doute de la méthode de Gauss pour résoudre les systèmes d'équations linéaires, au moins pour ceux qui sont les plus âgés d'entre vous. Gauss a fait bien d'autres choses que simplement cette méthode-là systématique de résolution. C'est un des grands mathématiciens de l'histoire. Et au début du XIXe siècle, il a écrit un livre majeur qui s'appelle Les discussions arithmétiques. Il l'a écrit en latin, dans lequel il y a énormément de choses. Il a vraiment rendu l'arithmétique complètement moderne. Et à partir de Gauss, il y a vraiment un avant et un après Gauss, un avant et après 1801 pour tout ce qui est d'arithmétique, où il a vraiment posé toutes les notions, tous les concepts de l'arithmétique moderne. Et notamment, il se pose cette question-là du rapport entre les décimales d'une fraction et la fraction elle-même. Par exemple, il pose la question, il n'était pas le premier, mais disons qu'il termine un petit peu la théorie qui consiste à se demander, si je donne U et V, quelle va être la taille de la partie périodique? Combien de lettres va-t-il y avoir? Ou inversement, si j'ai la lettre, qu'est-ce que je peux dire des propriétés arithmétiques de U et de V? Et essentiellement, il démontre que cette question-là se ramène à la compréhension, à l'étude d'un résultat qui est antérieur et qu'on appelle le théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, pas le grand, qui est une toute autre histoire. Le petit théorème de Fermat, donc, qui avait été démontré auparavant, donc au XVIIe siècle, par Pierre de Fermat, et qui est un pilier de l'arithmétique sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie mathématique. Propriété vraiment arithmétique de j'ai un nombre,
et ben, je veux savoir, enfin, un nombre rationnel, j'ai une fraction, et puis je veux savoir comment est fichu son développement décimal. Et il y a une autre histoire qui est beaucoup moins connue, hein, qui est pourtant intéressante, c'est celle des comptables, qui, parallèlement aux mathématiques, disons, institutionnelles, là, Wallis, Lambert, Gauss, c'est les tout grands, hein, on les connaît très bien, mais il y a aussi des comptables qui, de leur côté, se sont posés des questions comme ça, et sont allés assez loin, et même, à certains égards, beaucoup plus loin que les mathématiciens. Alors, ce sont des noms que vous n'entendrez probablement jamais, hein, retenez-les bien, c'est la seule fois que vous les entendrez. Par exemple, donc le premier, c'est en 1728. Donc tout ça, ça se passe au début du XVIIIe siècle et on est en Angleterre. Ce sont des comptables anglais qui se sont posés, qui ont créé une sorte de petite école entre eux. Le premier, c'est Edward Hatton, qui a écrit donc un manuel de mathématiques où il dit, eh ben voilà, moi je vais m'intéresser à ça, je vais m'intéresser à ce genre de questions parce que, bon, après tout, quand on est comptable, on n'a pas tellement de fractions sous la main, mais par contre, on fait des divisions et on a des expressions décimales. Et on a envie de travailler sur des expressions décimales. Et donc, quand j'ai une expression décimale périodique comme ça, je voudrais pouvoir travailler avec sans passer par des fractions. C'était un petit peu sa question. Donc, il est le premier à se poser ce genre de questions et d'une façon différente de celle des mathématiciens. Parce que vous voyez bien que le comptable, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des additions, des opérations, des divisions. Donc, son point de vue, c'est j'ai deux expressions décimales périodiques, qu'est-ce qui se passe quand je les ajoute? Qu'est-ce qui se passe quand je les soustrais? Donc c'est une vision beaucoup plus algorithmique, beaucoup plus opératoire des choses, qui est très différente de la culture des mathématiciens qui, eux, prenaient un nombre et essayaient de regarder ses propriétés. Jamais Gauss ou Lambert, que je sache, n'ont essayé d'ajouter, de regarder ce qui se passe quand on fait la somme, le produit, etc. Donc Edward Hatton, c'est le premier. Ensuite, je vous présente Alexander Malcolm, 2 ans plus tard, qui fait un petit peu le même genre de choses, donc un nouveau système d'arithmétique où il explique comment considérer les parties périodiques et travailler avec les parties périodiques. C'est bien de citer Malcolm parce que, alors au moins à ma connaissance, mais il faudra compléter ce genre de recherche, je crois que Malcolm est le premier à avoir compris que 0,99999 était égal à 1. Hatton, lui, à un moment donné, il a quelque chose comme 0,99999 et il le laisse sous cette forme. Il n'a pas compris, il n'a pas vu que c'était 1. Malcolm, lui, il dit explicitement « Ah tiens, c'est rigolo, vous avez vu ?» Donc, ça vaut la peine de le mentionner pour ça, parce que c'est un fait assez peu connu. Peu de gens se sont demandé... C'est très courant de remarquer que 0,9999 égale 1. C'est moins courant de se poser la question qui l'a découvert, qui l'a remarqué pour la première fois. Il semble que ce soit un comptable anglais aujourd'hui méconnu. Et enfin, le dernier, John Marsh. Donc, Decimal Arithmetic Made Perfect. Donc, on voit là le titre est bien choisi. Il veut rendre parfait l'arithmétique décimale. Et on verra un peu pourquoi ce titre-là est intéressant. Le livre est intéressant aussi, il va beaucoup plus loin que les 2 précédents, et il fait vraiment une synthèse assez complète, même si ni Marsh ni ses prédécesseurs ne sont des mathématiciens, et donc ils donnent des recettes, ils ne donnent pas de démonstration, ils ne donnent pas de technique générale. Et c'est bon, pour comprendre ce qu'ils font, faut vraiment se plonger dedans. Et en plus, ça a le défaut de temps en temps de pas être complet, d'être un peu incorrect. Il faut boucher quelques trous pour obtenir des choses correctes. Mais ce sont quand même, c'est un ensemble de gens tout à fait précurseurs et tout à fait intéressants. Donc, si on regarde ce côté précisément comptable, que font les comptables? Les comptables, ils veulent ajouter. Ils veulent ajouter des nombres, par exemple. Donc si j'ai 9 onzièmes plus 8 37e, eh bien, le mathématicien, lui, vous dit, eh bien, vous réduisez les 2 fractions au même dénominateur, 11 fois 37, et puis vous faites la petite règle là, qui fait toujours peur aux collégiens au début, et puis vous simplifiez comme il faut, et ça fait ce que ça doit faire. Maintenant, prenons le point de vue du comptable. Le comptable, lui, 9 onzièmes, il ne l'a pas sous la forme 9 onzièmes, il l'a sous la forme 0,81818181. Ça fait ça. Si vous divisez 9 par 11, ça fait 0,818181, etc. Et puis 8 37e, pareil, il ne l'a pas sous la forme 8 37e, il l'a sous la forme 0,216216216216. Si on veut faire la somme de ces 2 choses-là, la première idée naturelle, c'est de dire, bon, bah, je prends assez de chiffres, là j'en ai mis suffisamment. Il y a les 3 petits points qui montrent qu'en fait ça continue jusqu'à l'infini. Mais je vais faire comme si je pouvais négliger ce qu'il y avait après, puis je commence le calcul comme s'il pouvait commencer à la dernière colonne de chiffres que j'ai écrite ici, donc 1 plus 6, 7. Et donc je sais que j'ai 3 petits points là.
1 plus 6, 7, 8 plus 1, 9, 1 plus 2, 3, etc. 8 et 6, 14, je retiens 1, ça fait 3, 8 et 2, 10. Je continue comme ça, pas de problème. Et quand j'arrive à la fin, 8 et 2, 10, 0 et je retiens 1, et voilà le résultat. Et ce que j'observe sur le résultat, qui n'est pas une surprise, vu qu'on a vu que, puisqu'on sait au départ que 9 onzièmes plus 8 37e, c'est un rationnel, on sait même que c'est 421 407e, on sait qu'à l'arrivée, le nombre qu'on obtiendra sera ultimement périodique. Ça se vérifie très bien. Donc j'ai entouré la partie périodique, sauf évidemment le 7 qui est ici, qui pose problème, parce qu'avec les autres, on s'attendrait plutôt à avoir un 8. On comprend bien que si on a un 7 là et pas un 8, c'est parce qu'on a oublié le petit bout qui est derrière. Hein, qu'en vrai, il y avait une retenue dont on n'a pas tenu compte. Mais à part ça, on voit bien apparaître la période. Donc l'idée, pour traiter ça de façon systématique, c'est ce que fait Marsh. Hein, et pourquoi qu'est-ce que c'est rendre parfaite l'arithmétique décimale? C'est dire, eh ben, là, c'est pas parfait parce qu'il y a des 3 petits points qu'on a négligés, c'est un peu bricolé. Alors, on va le rendre parfait en disant, eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est pas une somme infinie, enfin, avec une infinité de chiffres après la virgule, mais une somme de parties périodiques. Là, je vais regarder la partie périodique de celui du dessus, c'est 8, 1. Et je vais l'ajouter à la partie périodique du deuxième nombre, qui est 2, 1, 6. 8, 1 plus 2, 1, 6. Envisagé sous une forme un peu différente. Mais si je regarde 8, 1 et 2, 1, 6, je n'ai pas de 3 petits points. Donc, mais je dois envisager 8, 1 comme étant, comme bouclant sur lui-même. Une fois que j'ai vu le 1, je vois le 8, puis le 1, puis le 8, etc. Donc au lieu d'écrire à l'infini la même chose, on va l'écrire de façon circulaire. Ça va avoir pour effet, en quelque sorte, de tuer l'infini, de faire disparaître l'infini, et de se donner un nouvel objet, que Marsh, Malcolm, etc. appellent circulaire, circulant, cyclique. On tourne, tous tournent plus ou moins autour de cette même idée que quand c'est périodique, on peut refermer et obtenir quelque chose de circulaire. Donc, techniquement, pour ceux d'entre vous au moins qui ont fait un petit peu d'arithmétique, dire qu'un mot circulaire, c'est une suite de chiffres indicés par Z sur LZ. C'est-à-dire donc avec L chiffres, donc Z sur LZ, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à L-1. Et une fois qu'on est à L-1, le suivant revient à 0. C'est la structure algébrique qu'on appelle groupe abélien monogène à L éléments. Peu importe, c'est pas le plus crucial. Donc on peut l'écrire comme ça, par exemple. Un mot circulaire, ce sera, on va le pointer, c'est-à-dire qu'il a un premier chiffre, et 3, 4, 9, 0, 7, qui est écrit ici, si vous voulez, vous pouvez le représenter sous cette forme-là. On peut le voir comme 3, 4, 9, 0, 7, 3, 4, 9, 0, 7, 3, 4, 9, 0, 7 à l'infini. Mais cette fois, précisément, comme j'ai fermé la boucle, je me retrouve avec une quantité finie de chiffres. Alors comment on va faire l'addition de ces nouveaux objets-là? Pour calculer 9 onzièmes plus 8 37e, le calcul que j'ai esquissé tout à l'heure, qui était un peu imparfait, c'était 0,818181 plus 0,216216216. On a obtenu que ça faisait 1,034398, 0,34398, etc. Donc on a envie d'écrire la somme des parties périodiques des deux fractions, enfin des deux nombres, doit donner la partie périodique du résultat, et on aimerait que soit vraie une opération comme celle-là. Ça saute pas aux yeux, hein, parce qu'on voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire la somme de façon classique, parce que si vous faites 80 plus 216, ça ne fait pas 34 398. Et on ne voit pas trop pourquoi le 0 serait là au début, mais si on s'inspire de la façon dont on a obtenu ce résultat-là, les choses sont en fait assez simples. Pour faire la somme de deux mots circulaires, hein, on va décréter, pour commencer, que le mot circulaire 8,1, c'est le même que le mot circulaire 8,1, 8,1, 8,1. Ce qui est assez clair. Hein, c'est le mot répété plusieurs fois produit le même objet final, hein, en termes circulaires. Et donc, on va décréter que, plus généralement, dès que j'ai un motif M, un mot circulaire M, il est identique à lui-même répété n fois, ce que j'écris M puissance n. La puissance ici était représentant pas une opération algébrique comme d'habitude, mais représentant la concaténation. C'est-à-dire je mets le mot, puis je remets le même mot, puis à nouveau le même mot, n fois de suite. Donc c'est ce premier décret, disons, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pourrait systématiser d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces deux objets, m et m puissance n,
soient identifiés, soient considérés comme les mêmes. Et ensuite, une fois qu'on a ainsi choisi parmi les différentes possibilités pour le mot circulaire, les différentes puissances entre guillemets des mots circulaires, une fois que j'en ai choisi deux qui ont la même taille, hein, donc là j'ai pris 8,1, 8,1, 8,1 et 2,1,6, 2,1,6, de sorte à ce que j'obtienne deux mots qui ont la même taille. Et une fois qu'ils ont la même taille, je fais effectivement la somme de la façon, de façon habituelle. Donc j'ai 8,1, 8,1, 8,1 plus 2,1,6, 2,1,6 en mots circulaires, 1 plus 6, 7, 8 plus 1, 9, 1 plus 2, 3, 8 et 6, 14, 4 et je retiens 1. 1 et 1 et 1, ça fait 3. 8 et 2, 10. Et là, la seule différence avec une addition normale, c'est que je ne veux pas augmenter la taille de la période restera la même. Et donc la retenue que je dois avoir ici quand je fais 8 plus 2, 10, le 1 est reporté à droite, au lieu d'être reporté encore à gauche. Alors, en pratique, quand on fait des opérations, ce 1 à gauche, il va entrer dans la partie apériodique. Mais pour ce qui est de la partie périodique, il va se reporter à droite. C'est le reflet de la structure circulaire qui m'intéresse. Et donc là, j'ai une petite retenue qui va me modifier le 7 en 8. Et là, effectivement, j'ai bien ce que je veux au début. Ce que j'avais au début, c'est 0, 3, 4, 3, 9, 8, qui est bien le résultat cherché, c'est-à-dire qu'en ajoutant de cette manière les deux périodes, les deux parties périodiques, j'obtiens bien la partie périodique de la somme. Quand on a une addition, donc on a défini, donc à partir des objets mots circulaires, on a défini une addition. Ce qu'on aime bien faire quand on est mathématicien et qu'on veut voir jusqu'où on peut jouer, on veut savoir jusqu'où va la structure, on essaye de voir si on a un élément neutre. Et là, on a une surprise, on n'en a pas un, on en a deux. Il y a deux éléments neutres chez les mots circulaires. Par exemple, je prends les mots circulaires de longueur 3. Si je fais 3, 5, 2 plus 0, 0, 0, avec la règle que j'ai donnée, ça fait 3, 5, 2. Donc, je l'ai fait avec 3, 5, 2, mais j'aurais pu le faire avec n'importe quoi. On voit bien qu'à chaque fois, ça fera toujours le même résultat à l'arrivée. Donc, 0, 0, 0 est un bon candidat pour être élément neutre. Mais il y en a un autre. C'est à nouveau les 9, 9, 9. Qu'est-ce qui se passe si je fais 3, 5, 2 plus 9, 9, 9 ? Eh bien, 2 et 9, 11, donc 1 et je retiens 1. 5 et 9, 14 et 1, 15, donc 5 et je retiens 1. 3 et 9, 12 et 1, 13. 3 et je retiens 1 qui se reporte à droite. Et le 1 donc, que j'avais mis au début, c'est changé en 2. Oh, ça fait 3, 5, 2, c'est-à-dire la même chose que ce que j'avais ici. Là et là, j'ai la même chose. Là encore, ça marche pour 3, 5, 2, ça marcherait pour n'importe quel autre nombre. Donc c'est comme sur un terrain de foot, quand il y a deux ballons sur le terrain, c'est un de trop. Là, il y a deux éléments neutres, c'est un de trop. Il va falloir choisir. Lequel est le bon? Pour le savoir, eh ben, il faut qu'ils se rencontrent. Il faut qu'ils s'affrontent en combat singulier. Et comment on va les faire s'affronter en combat singulier? Ben, on va ajouter l'un à l'autre. 0, 0, 0 plus 9, 9, 9, ça donne quoi? Ça donne 9, 9, 9. Donc 9, 9, 9 a perdu. C'est 0, 0, 0, l'élément neutre. C'est celui qui sort à l'arrivée qui a perdu, nécessairement. Parce que 0 plus A égale A, c'est pas A l'élément neutre, c'est 0. Donc là, on montre que, clairement, c'est 0, 0, 0, le bon. Le vrai élément neutre, c'est lui. Mais, il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient, pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut un élément neutre? Le but caché de l'élément neutre, pour un mathématicien, c'est de définir des opposés. L'opposé d'un nombre, l'opposé de x, c'est le nombre y tel que x plus y égale 0. C'est aussi à ça, et bonne partie principalement à ça, que sert l'élément neutre. Ça sert à définir des opposés. Or, avec 0, 0, 0, vous n'avez pas d'opposé. Alors qu'avec 9, 9, 9, vous en avez. Si vous voulez l'opposé de 352 en faisant comme si 999 était l'élément neutre, l'élément nul, si vous voulez, c'est très facile. L'opposé de 352 ou 352, disons, c'est 647. Vous complétez chaque chiffre par... vous remplacez chaque chiffre par son complément à 9. Vous remplacez 3 par 6, 5 par 4, 2 par 7, ça vous fait 999. Et vous tenez un opposé. Le seul problème, c'est que 999, ce n'est pas un élément neutre. C'est embêtant, mais il a un atout. En revanche, si c'est 0, 0, 0 l'élément neutre, 352 n'a pas d'opposé.
trouverez jamais un mot circulaire à ajouter à 352 pour que ça fasse 0, 0, 0. C'est pas possible. C'est même pas difficile de s'en rendre compte. C'est une petite manipulation. Donc, c'est pas 999, mais on aimerait bien que ce soit lui. Il a des avantages que 00 n'a pas. Que fait-on dans ce cas-là? Eh bien, on va prendre un nouveau décret. On va décréter que 999 est égal à 000. Désormais, c'est comme ça. C'est pas un hasard, en vrai. Ça nous arrange bien, mais c'est pas un hasard. Ça doit vous évoquer le fait que 1 et 0,99999 sont égaux. C'est du même ordre. La période 0000 et la période 99999 doivent être considérées comme identiques. C'est en faisant ça qu'on se donne la possibilité d'enrichir la structure algébrique. On peut, si on veut, décider que les deux sont différents. Mais on obtiendra une structure beaucoup moins riche. Ce sera beaucoup plus faible. On ne pourra pas tellement définir d'addition correctement ou de soustraction. On ne pourra pas définir de soustraction. Essentiellement, c'est ça le gros souci. On ne pourra pas définir de soustraction. Définir un opposé, c'est définir une soustraction. En fait, hein. Désormais, je peux faire A moins B en décidant que A moins B, par définition, c'est A plus moins B. Pour pouvoir le faire, il faut que moins B ait du sens. Il faut que j'ai défini l'opposé d'un nombre. En décrétant que 999 égale 000, je me donne la possibilité de faire des soustractions. C'est aussi ce qui intéresse les comptables. Ils veulent aussi faire des soustractions. Donc ils ont besoin de ce type de choses. Et on trouve la remarque 1 égale 0,999 sert aussi à ça dans un livre comme celui de March. Et donc désormais, si on veut faire, pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'arithmétique, 341 plus 872, c'est en mots circulaires, ça signifie 341 plus 872 modulo 999, c'est-à-dire que, en gros, on a réinventé Z sur 999Z. Je le dis pour ceux qui connaissent, mais je ne vais pas insister là-dessus. On a juste réécrit différemment un objet qui est déjà connu.